Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur David Maria Sassoli, en tamazight nous vous disons Azoul, en arabe nous vous disons Tahiyatuna lakoum, et en français nous vous saluons. Nous sommes désolés, nous ne maîtrisons pas la langue italienne pour vous saluer dans votre langue maternelle. Euh, les institutions européennes ont reçu des compatriotes algériens qui se sont exprimés sur les sujets qui intéressaient les deux parties prenantes. Pour nous serons ravis de nous présenter devant votre Assemblée pour solliciter son intervention pour l'arrêt de la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Par cette occasion, nous réitérons notre offre pour une rencontre avec le président de la France pour une discussion autour de cette guerre et les moyens d'éviter l'embrasement de l'Afrique du Nord et obtenir éventuellement auprès de son Excellence, le président de la France, une réponse à notre question que nous lui avons posée dans l'un de nos papiers publiés par le Centre de recherche sur la mondialisation en 2016, sur la question portée sur sa possession ou non d'une jarre dans ses bureaux officiels à l'Élysée ou dans ses appartements privés officiels, bien sûr. Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Sassoli, dans notre adresse à l'Union africaine d'il y a 3 semaines, nous avons qualifié l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'organisation terroriste et nous maintenons cette qualification et nous maintenons notre affirmation. Depuis la condamnation de l'Union européenne de la violation des droits de l'homme en Algérie, nous ajoutons la CEDEAO, la Communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. La dernière fois, nous avons hésité à associer les deux organisations internationales que sont l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, depuis cette condamnation, nous affirmons que ces deux organisations, l'UEMOA et la CEDEAO, sont des organisations internationales, interétatiques, terroristes. Monsieur le Président, le Parlement européen a condamné la violation des droits de l'homme en Algérie. C'est une lapalisse, c'est une vérité de lapalisse. Les droits de l'homme sont violés en Algérie depuis son indépendance. Ils sont violés de long en large, de bas en haut, globalement et dans le détail. Donc, sur cet aspect, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Donc, nous allons parler des droits de l'homme dans une seconde partie. Dans cette première partie, nous préférons plutôt commencer par on va dire d'une généralité. Toutes les sciences ont des lois clairement définies. Certaines sciences ont des lois vérifiées, d'autres comme ce qui est appelé la science économique. Pour nous, il n'existe point de science économique, il existe une connerie économique. Nous répétons, il existe une connerie économique. Ces lois sont approximatives, jamais vérifiées. Aucune loi n'est vérifiée en économique. Ce n'est pas M. Alvaro Sensini, un économiste italien, qui va nous contredire sur ce que nous venons d'affirmer. Les lois de l'amour sont incompréhensibles. La célèbre Hannah Arendt a aimé comme une folle.
le célèbre philosophe allemand Martin Heidegger, qui était fasciste. Le célèbre philosophe, nous avons oublié son nom, Nietzsche. Le célèbre philosophe Nietzsche a aimé comme un cinglé Lou Andrea Salomé. Les textes de Nietzsche ont inspiré le fascisme. Une femme qui a aimé un homme fasciste, Hannah Arendt a aimé un fasciste. Un immense philosophe de l'être qui a aimé une femme qui ne lui a jamais rendu cet amour. Donc en Algérie par exemple, ou bien dans les pays où règnent des dictatures militaires, il se pourrait qu'un homme et une femme s'aiment. Que l'homme ou la femme soit des services de renseignement civils ou militaires, ou, bien sûr, inversement. Cela pourrait paraître bizarre. Pourtant, les activités des uns et des autres, de l'un et de l'autre, n'ont aucune influence ne peuvent influencer l'amour. Voilà pour cette loi générale de la vie de tous les jours. Monsieur, nous espérons une réaction à notre présente adresse à vous, Monsieur le Président du Parlement européen. Si vous acceptez notre offre de venir nous exprimer devant les députés européens, nous vous demandons d'assurer notre prise en charge financière, billets d'avion, modalités de transport. Pour le visa, nous sommes dispensés, nous sommes citoyens canadiens aussi. Si le président de la France, M. Emmanuel Macron, accepte une rencontre pour une discussion sur l'arrêt de la guerre et la réponse à notre question sur sa position du Niger, là nous sommes prêts nous prendrons en charge. Et bien sûr, dans ce cas-là, nous nous ferons accompagner d'une personne, bien sûr, que nous prendrons en charge financièrement. Le calendrier est bizarre, Monsieur le Président. Immédiatement après la condamnation de l'Union européenne de la violation des droits de l'homme en Algérie, la diplomatie algérienne s'est engagée dans une mission à Abuja, au Nigeria, pour des discussions, négociations, éventuellement, avec la CEDEAO, que nous venons de qualifier d'organisation terroriste. Le Maroc est déjà victime de cette organisation terroriste. Dans notre message, dans notre adresse au président de la Commission de l'Union africaine, nous avons inclus un message à son Altesse, le roi Mohamed VI, et nous avons inclus aussi un message à son Excellence, le président de la République tunisienne. Le contenu maintenant concret de notre adresse sera en deux parties. Une partie sur la religion, les droits de l'homme, et ensuite un commentaire rapide de ces chiffres et de ces graphiques. Un commentaire ultra rapide sur ces chiffres et ces graphiques. Sur une introduction sur les droits de l'homme en Algérie. L'homme qui a introduit les droits de l'homme, les deux hommes qui ont introduit les droits de l'homme en Algérie, sont M. Hussein Ahmed grâce à Alim Sili. M. Hussein Ahmed, dans quelques jours, nous allons penser à son départ, à son décès. Alim Sili, avocat français, a été assassiné à Paris en 1987
Donc, parmi les hommes les plus trahis en Algérie, il y a Hussein Ahmed et Ali Msili. L'homme le plus trahi en faisant un classement peut-être malséant de notre part, c'est Hussein Ahmed. Ali Msili aujourd'hui, ce qu'il a fait pour les droits de l'homme en Algérie, en Afrique du Nord, en Afrique du Nord, pour toute l'Afrique, sont un trésor. Serait son travail et des moyens idoines, efficients, efficaces pour la promotion et pour l'instauration réelle. Nous excusons pour le mot promotion. L'instauration des droits de l'homme réellement en Algérie. La condamnation de l'Union européenne de la violation des droits de l'homme en Algérie, nous pensons plutôt qu'il s'agit des droits civils et politiques. En venant devant votre Assemblée, Monsieur le Président, nous allons vous démontrer, d'un point de vue mathématique, que le futur texte qui sera probablement approuvé, c'est-à-dire signé comme constitution de l'Algérie, est lui-même une violation massive des droits de l'homme. Un texte prétendument écrit par des Algériens. La première, la plus importante violation des droits de l'homme, à nos yeux bien sûr, est le crime en dépossession des Algériens de leur patrie. Les Algériens sont carrément, avec ce chiffon de texte qui a été adopté par 25% des Algériens qui se sont suicidés et qui ont entraîné la mort de tous les Algériens et de la patrie Algérie avec eux, les Algériens peuvent dire qu'ils vivent en Algérie, mais que la patrie ne leur appartient plus. Quand nous disons que les Algériens vivent en Algérie, y compris les généraux, y compris les ministres, y compris toute l'administration publique. Monsieur le Président, avant de nous installer au Canada, nous étions en Algérie, bien sûr. Nous avons fréquenté la Ligue algérienne pour les droits de l'homme. Nous étions très proches de l'un de ses présidents, parce que la Ligue algérienne des droits de l'homme, telle qu'imaginée par Hussein Ahmed et Ali Msili, s'est retrouvée morcelée. L'histoire de l'Algérie souffre de non-dits. Donc, c'est à nous-mêmes que l'un des présidents de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, M. Hussein Zaouane, a demandé d'agir auprès de Abdelrahman Aissat, qui, à son tour, demandera à Hussein Ahmed s'il était prêt à une rencontre pour des discussions avec Hussein Zaouane sur ce qui s'est passé à l'époque au sein de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme, pour la défense des droits de l'homme. Donc, nous avons fait la commission. Et en insistant auprès d'Abdelrahman Aissat pour qu'il organise cette rencontre. Au-delà du message que nous avons fait, nous ignorons tout. Monsieur le Président, peut-être qu'il vous paraîtrait malséant de notre part de jurer, mais nous allons le faire parce que nous avons foi en Dieu. Nous jurons devant Dieu que Abdelrahman Aissat a été muet plus qu'une carpe dans tous ses rapports à Hussein Ahmed. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Voilà. En Algérie, sous le parrainage, pilotage de deux ONG, une ONG installée en Algérie, et c'est une ONG allemande, c'est la Fondation Friedrich Ebert, et une ONG italienne, dont nous avons oublié le nom. Nous avons assisté à un séminaire sur les droits de l'homme en Algérie, à Alger même.
il y avait des avocats, il y avait le président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, donc il y avait M. Hachin Zahwan, à qui qu'une relation de profond respect nous lie. Il y avait des ministres algériens. Voilà. Donc les ONG agissaient en Algérie depuis longtemps. Monsieur les violations massives des droits de l'homme en Algérie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elles ont commencé à partir de 1963, 80, 81, 88, les années 90, les années 2000, 2001, avec l'assassinat des Algériens, essentiellement en Kabylie. Tout ça, tout ça, tout ça. Monsieur, du Canada, nous allons continuer à appeler à la paix, à la dignité des Algériens, à résister dans la paix à tout ce qu'ils subiront. En Algérie, nous allons appeler à des actions pacifiques, radicales et à effet immédiat. Donc, sur les droits de l'homme, nous sommes prêts à venir nous exprimer, nous adresser aux députés européens pour leur démontrer que le futur chiffon de texte, s'il est adopté comme constitution, est lui-même une violation des droits de l'homme. Sur un travail que nous avons fait en Algérie sur les droits de l'homme. À l'Université de Montréal, nous avons fait un stage sur la mesure de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels avec l'indice des prix à la consommation et subséquemment avec l'inflation. Nous répétons, c'est un sujet probablement complexe, assez complexe, pour lequel il nous a été recommandé de ne pas aborder, mais nous aimons ça. Nous aimons les sujets complexes. Donc nous avons abordé, nous avons travaillé sur comment mesurer le niveau de réalisation des droits économiques, sociaux et culturels avec l'indice des prix à la consommation et pas subséquemment, comme on l'a dit, par l'inflation. Lors d'un séjour en Algérie, nous avons rebalancé un contenu vraiment amoindri, amoindri de ce que nous avons fait à l'Université de Montréal. Nous l'avons fait dans la ville que nous qualifions de plus belle ville du monde, Akbou, dans le département de Béjaïa, parce que c'est là-bas où nous avons étudié, nous avons fait nos études collégiales et de lycée. Monsieur le Président, nous allons laisser un espace très large pour une éventuelle discussion, pour une éventuelle adresse. Donc, nous éviterons d'aller sur la condamnation de l'Union européenne de la violation des droits de l'homme en Algérie. Monsieur le Président, l'Algérie, depuis plus d'une année maintenant, vit une situation catastrophique. Un Capharnaüm, son État. Elle est en guerre avec le Mali et le Niger, elle est en guerre sociale. À l'intérieur même. Les manifestations ont été déclenchées par des organisations internationales américaines. Nous le répétons. Les manifestations ont été déclenchées par des organisations internationales américaines, ONG non gouvernementales américaines hyper puissantes. Des compatriotes algériens naïfs ont été manipulés. La gestion maintenant de ces manifestations par l'état-major de l'armée et le gouvernement, en envoyant sur le terrain toutes sortes de manipulateurs, toutes sortes de services secrets, qu'ils soient militaires ou civils, ont transformé ces manifestations en monstres
Actuellement, l'Algérie est avalée par un monstre. Sur ces sujets, nous sommes adressés au chef d'état-major de l'armée, au président de la République, à ceux qui ont tenté de faire des médiations. Voilà. Ça sur manifestation, une introduction sur les droits de l'homme et les manifestations qui ont secoué l'Algérie. Monsieur le Président, avant de continuer de revenir sur les droits de l'homme avec quelques chiffres, nous avons dit que nous allons parler parce que nous avons dit que l'Algérie est en guerre avec le Mali et le Niger, que l'UMOA et le CEDEAO sont des organisations qui sévissent en Afrique, Nous allons voir maintenant le côté religieux. Pour cela, nous permettons de lire pour vous 3 extraits rapides. Ils sont en anglais. Dans The Place of the Religious Arguments in the Public Square, écrit par Brendan Sweetman. La place de l'argumentation religieuse dans l'espace public de l'Irlandais. C'est un Irlandais. Brendan Sweetman. Nous nous excusons pour la qualité de lecture, de notre anglais. Nos langues que nous parlons, c'est le kabyle, l'arabe un peu mieux peut-être, et le français. In the fact that one cannot expect a Christian, un chrétien, say to the convinced by an appeal to the authority of Quran, le livre sacré des musulmans, does not mean that the claims made in the Quran are false, or that vice versa, the claims of the Bible are false, or that the claims of liberal political tradition are false. It means only that without further arguments, they are unlikely to be persuasive to members of worldviews. It is also essential to appreciate that the claim that people introduce that religious beliefs into the public square based solely on what the text says or on what a church authority says is not quite so obviously true as it may at first appear. It is true that people often appear to be doing just that, basing their moral political arguments on an appeal to a religious authority or figure or institution. But one must ask if this is what they are really doing. Ça c'est Brendan Sweetman, l'Irlandais, dans le livre The Place of Religious Argument in the Public Square. En Amérique maintenant, Shadi Hamid, dans un livre publié à New York en 2016, Islamic Exceptionalism, How the Struggle over Islam is Reshaping the World. Indeed, conservative Muslims and Islamists are routinely portrayed as backward, fundamentalists alienated by modernity and all that comes with it. Yet Islam may very well be most modern of the monotheistic religions and perhaps of any major religion. Within Islam's vast legal tradition, there are a number of ideas and precedents that lend themselves to modern notions of social justice. Social justice, nous pensons à John Rawls, rule of law, l'état de droit, and democratic politics. In practice, this meant that there was no reason for Muslims to choose modernity over Islam. You could be fully Muslim
or even fully Islamist and still be fully modern. Ça, c'est Shadi Hamid à New York. Donc, un Tchèque, économiste et philosophe, Thomas Sedlacek, Economics of Good and Evil, l'économie du bien et du mal. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street, en 2011, publié par Oxford, University Press. À la page 82, il écrit The story is about the sale of a field, un champ, that Abraham buys from the Hittites, en arabe on dit les Hittiens, so that he can buy Sarah. But the Hittites want to give him, not to sell it, to sell it. Ils veulent lui donner, pas lui vendre. Until then, all asset transactions documented in Genesis were non-monetary, and ownership changed through gifts or violence. À la page 83. In the Old Testament, do not charge your brother interest. Ça, c'est la finance. Whether on money or food or anything else that may earn interest. Interest, c'est les intérêts, l'usure, les intérêts usuraires, plus exactement. You may charge a foreigner, un étranger, interest, but not a brother Israelite, so that the Lord, your God, may bless you in everything you put your hand and in the land you are entering to possess. Donc voici trois auteurs de trois régions complètement, radicalement différentes qui nous donnent une idée sur les religions. Monsieur le Président, en 1993, par la bouche de l'ancien ministre des Affaires extérieures de la France, Affaires étrangères, ce Clochesson, l'Union européenne, des députés de l'Union européenne ont traité l'Algérie de prostituée. C'est en 1993. Nous sommes en 2020. Dans quelques jours, c'est 2021. Vous traitez l'Algérie comme une prostituée. En 93, toutes les années 90, avec la guerre civile, la guerre civile et la guerre contre les civils. C'était des généraux qui menaient à la baguette l'Algérie. Actuellement, ce sont des généraux qui mènent l'Algérie à la baguette. Votre condamnation de l'Algérie sur sa violation des droits de l'homme fera une belle jambe pour l'Algérie. Il sera interdit dorénavant pour l'Union européenne d'invoquer tout partenariat avec l'expression de développement durable, Sustainable Development. Parce que le premier principe du développement durable est le respect des droits de l'homme. Donc, avec votre condamnation, vous condamnez l'Union européenne à ne plus invoquer le développement durable avec l'Algérie. Il peut y avoir un partenariat avec l'Algérie, mais réellement business, perte et profit. Et les Algériens sont incapables de réaliser des études d'opportunité, ou coût-bénéfice ou coût-opportunité, ils seront toujours les perdants. Un autre fait à vous signaler, Monsieur le Président. En Algérie, récemment, une dévaluation de dinar a été annoncée en 2020 et 2021. Sur quelles études? Alors qu'ailleurs, les banques centrales demandent l'avis de leurs citoyens. En chevauchement avec le déplacement de la diplomatie algérienne à Abuja au Nigeria, en Algérie, le ministère des Finances a annoncé, sans aucune étude, comme ça, la privatisation des banques publiques. Nous avons défendu auprès
des décideurs algériens la restauration des subventions pour le blé, pour éviter des violences liées à la famine. Ces subventions ont été rétablies. Moins de 48 heures après, le FMI s'est pointé à Alger. Décision. Programme d'austérité. C'est-à-dire, oui, vous maintenez les subventions sur le blé, mais ailleurs vous serrez. C'est-à-dire, il n'y a aucune mesure pacifique pour amener la paix en Algérie. Monsieur le Président, l'Union européenne, les droits de l'homme toujours, se retrouve bloquée sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Nous disons bien 750 milliards d'euros. À multiplier par le taux de change de l'euro et du dinar algérien, le chiffre sera impossible à lire en Algérie. À cause du non-respect des droits de l'homme par la Pologne et la Hongrie. Croyez-vous que l'Union européenne va résister? En 2015, nous avons appuyé la position du FMI, appuyé les mesures du FMI pour qu'il fasse subir à l'Algérien pire que ce que l'Union européenne a fait subir à la Grèce. Nous disons, si nous sommes élus président de la République en Algérie, nous allons faire subir à nos compatriotes algériens pire que ce qu'ils subissent maintenant. Les deux premières actions que nous ferons, nous allons surévaluer le dinar. Et bien sûr, à chaque fois que nous tentons d'éviter une catastrophe, une autre s'abat. Par voie référendaire, nous allons suspendre la Constitution. Donc, ce qui s'applique à l'Union européenne, 750 milliards d'euros, avec comme directrice générale de la Banque Centrale Européenne, Madame Christine Lagarde, qui a été directrice générale du FMI, qui a imposé ses lois à l'Algérie et à toute l'Afrique du Nord. Et il y a quelque chose de très équilibré. Avec la nouvelle année 2021, nous espérons, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président du Parlement européen, donc, l'année 2021 s'approche, donc nous souhaitons que l'action de l'Union européenne sera orientée vers moins de justice, et moins d'inéquité en Afrique. Et moins d'injustice, moins d'inéquité envers les orphelins, les pauvres. Monsieur le Président, dans le peu que nous avons lu dans la Bible, nous étions émerveillés par la clémence, la miséricorde de Dieu. Il nous arrive de faire nos prières religieuses musulmanes, bien sûr, musulmanes, avec le Coran. Dans le Coran, marqué par la sévérité des sanctions de Dieu. Donc, dans la révélation de tous les textes sacrés, il y a une progressivité dans la sanction. Nous, dans un moment de faiblesse, de stress, nous demandons conseil. La femme qui est là, qui est dans le sang.
nous a recommandé une fois d'apprendre une sourate qui s'appelle sourate, en arabe, sourate al-Ma'oun. Dans les traductions du Coran en français que nous avons lues, qui ne nous ont pas plu, elle est appelée sourate les ustensiles. Alors que la version du Coran traduite que nous avons appréciée, elle s'appelle les orphelins, the orphans. Voici ce qu'elle dit. Celui qui nie la révélation. Celui qui fait du mal à l'orphelin. Pensons qu'il s'agit qui n'aide pas le nécessiteux. C'est-à-dire, attention à ceux qui prient. Qui sont étourdis, qui s'en foutent comme d'une guine, qui sont blagueurs, dans leur prière. Qui aiment se montrer, s'exhiber, et qui interdisent l'aumône, la charité. C'est ce que nous avons compris. Il se pourrait que... Donc, lu rapidement, pour nous, c'est l'une des sourates que nous admirons le plus, que nous aimons le plus, dans la mesure où elle nous a été recommandée par la personne que, voilà, Monsieur le Président, les droits de l'homme. Nous allons les aborder par les chiffres maintenant. Voici des chiffres de la Cour européenne des droits de l'homme, d'il y a 3 jours. Dans les pays de la zone euro, nous précisons dans les pays de la zone euro, la France a été condamnée 279 fois, nous répétons 279 fois pour le droit à un procès équitable. La France qui prétend être le pays des droits de l'homme, alors que c'est faux. Les droits de l'homme sont l'œuvre d'un Libanais, d'un Indien, d'un Polonais, d'un Panaméen, d'un Russe. Et à l'origine, bon, il y a les textes, le Léviathan, le Coran, etc. Mais il y a surtout Alvaro, Ricardo Alvaro et avant lui, Rufia Alvaro. Ça, on est aux États-Unis d'Amérique. Donc, la France a été condamnée pour la violation du droit à un procès équitable 279 fois. L'Irlande, 5 fois. L'Italie, 286 fois. Pour le droit, la violation du droit à la liberté et à la sûreté. La France a été condamnée 70 fois. L'Irlande, 2 fois. L'Italie, beaucoup moins que la France, 43 fois. Bien sûr, dans ces statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme, les cas des personnes qui voudraient déposer plainte et qui n'ont pas pu déposer plainte n'apparaissent pas. Voilà. Ça, c'est pour les droits de l'homme, tels qu'ils sont pratiqués, dans une Europe de plus en plus illibérale. Nous répétons, l'Europe devient de plus en plus illibérale. Il suffit de voir les élections en Italie, en Grèce, le refus de l'indépendance de la Catalogne, en Espagne. Tout ça. Le gouvernement de Hongrie, le gouvernement de Pologne, ça, et ce qui attend la France bientôt. Et nous pensons qu'il y a des Américains qui
certainement doivent être payés. Les Américains, il suffit de le payer, il va écrire et il écrira ce que vous voulez, ce que vous lui demandez. Il y a des Américains qui commencent à écrire sur l'universalisme foncier. Ben, il est probable que loin d'un pays, il se pourrait que nous tombions dans ce panneau. Hein. Pour 10 000 dollars, nous allons publier un texte. Bon, nous ne sommes pas célèbres, donc si nous étions célèbres pour 10 000 dollars, nous allons signer une page dans une page dans un journal à grand lectorat. On met des milieux d'affaires. Nous allons le faire. Bon, nous savons que bon, là, c'est de la connerie. Ça, c'est pour les droits de l'homme. Allons passer maintenant sans interprétation économique approfondie. Voici l'indicateur du commerce extérieur de Eurostat, de l'Union européenne. Ça, c'est le commerce intra-européen. Union européenne, indicateur commercial, Union européenne, 28 pays. Les voici tous. De 2012. Parce que pour 2019, nous allons parler parce que nous allons inclure l'Algérie. L'Allemagne, depuis 2012 jusqu'à 2019, elle a fait augmenter son commerce, sa balance commerciale est partie en croissance positive de 48 milliards d'euros. 48 milliards d'euros, nous enlevons les milliards. Hein. Elle est passée à 71 milliards d'euros en 2015 et elle est passée à 73 milliards en 2016 pour revenir à 41 milliards 872 millions d'euros en 2019. Donc, une montée en flèche, une descente, une décroissance, une baisse, récession 2008, etc. 2009, tout ce qui se passe là dans le monde là. Mais toujours est-il, c'est elle le moteur de l'Europe. Ici, nous éviterons de parler de l'impact de l'économie dans les relations internationales et la place de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la France, en 2012, elle a fait un déficit commercial de moins 91 milliards d'euros. En 2017, moins 102 milliards. 2018, moins 101 milliards. 2019, moins 100 milliards d'euros. Elle n'a fait que... La balance commerciale de la France n'a jamais atteint au moins les moins de 10 milliards depuis 2012. Donc, ce n'est plus la Grèce qui a un problème pour l'Europe, c'est la France qui a un problème pour l'Europe. Dans ce déficit de la balance commerciale de la France, il y a la question des ressources naturelles, de la monnaie. Elle a la même mise sur les ressources naturelles des pays du Sahel, des pays de la zone CFA. Elle a la même mise. Sans ça, la même mise sur les ressources naturelles, l'uranium, le tantal, le coltan, les terres rares. Et ça même mise sur la monnaie, le franc CFA, un fiducide, une arme pour un fiducide. La France serait devenue un pays sous-développé. Donc, c'est pour cette raison que toute l'agitation que fait le président de la France autour des pays du Sahel et du franc CFA, c'est de la poudre aux yeux. Il est coincé.
C'est pour cette raison qu'il a déclenché la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Une autre preuve. Dans notre adresse à l'Union africaine, nous avons parlé de l'aide publique au développement, de Official Development Assistance, et nous avons articulé un petit peu, nous avons donné quelques arguments. Les voici. ODA by sector. Nous allons vous lire juste les chiffres. Tout ce qui est noir, la ligne noire, là, c'est la même. Hein? La courbe en noir, c'est la même pour tous les pays. C'est le volume total de l'ODA, de l'aide publique au développement, géré par l'OCDE. C'est la même. C'est la même courbe pour tous les pays. La France, elle a donné 93 millions de dollars US. L'Allemagne a donné plus de 2 milliards de dollars. Pourquoi l'Allemagne a donné plus de 2 milliards de dollars? Parce qu'elle doit se repositionner sur la scène internationale. Elle doit, en un mot, l'écriture de l'article 103 de la Charte des Nations Unies doit être refaite. C'est pour cette raison que la France cabre sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle veut offrir une place à l'Union européenne, qui n'est pas un État, au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, 220 millions de dollars. L'Espagne, avec tout ce qu'elle vit, toutes les crises qu'elle vit, elle a donné plus que la France, du moins, à peu près comme la France, 76 millions de dollars. Les États-Unis d'Amérique, ils ont donné 7 milliards 310 millions. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que la France va soutenir les États-Unis d'Amérique, quoi qu'il fasse. C'est pour cette raison que la France va encore mettre la pression sur Alger pour qu'elle ait au moins un peu. Monsieur le Président de l'Assemblée, voici la liste des pays récipiendaires de l'aide publique au développement, de DAC list of ODA receptions. Il y a 1, 2, 3, 4 catégories. La catégorie supérieure devant les pays qui reçoivent l'aide publique au développement. L'Algérie est avec la Chine. L'Algérie est avec la Chine. La Chine a le droit à l'aide publique au développement. Ça, c'est l'OCDE, le document d'hier. Donc, l'Algérie est classée de the upper middle income countries and territories. Donc, the lower middle income, revenu moyen, hein, c'est le produit national brut, hein, en moyen. Il y a le Maroc et la Tunisie. Donc, ils sont moins classés que l'Algérie. Other low income countries, les pays à très bas revenus, du moins très bas revenu national brut. Il y a juste 2 pays. La Corée du Nord et le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui est passé sous le contrôle des États-Unis d'Amérique avec le dollar. Mais sauf que le Zimbabwe se retrouve avec 3 monnaies. Pour les autres, les pays avec un peu de méchanceté de notre part, qui ne devraient pas exister sur Terre. The least developed country, the heavily indebted and poor countries, les pays pauvres très endettés. C'est l'exemple. Le Bénin, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique et le Niger. Tous ces pays, du moins excepté le Mozambique, tous ces pays sont voisins de l'Algérie. Ils souffrent de la mainmise de l'Europe, de la France sur les ressources naturelles, de la monnaie du CFA,
et des guerres que nous avons décrites dans le détail pour l'Union africaine, dans notre message à l'Union africaine. Un dernier élément, Monsieur le Président de l'Assemblée, en vous rappelant que nous serons ravis de nous présenter devant l'Assemblée européenne pour confirmer que l'Algérie viole les droits de l'homme. Maintenant, les populations. Toujours. Statistiques d'Eurostat. En 2020, l'Allemagne a 83 millions d'habitants. Jusqu'à 2040, elle aura un taux de croissance négatif. Du moins, un taux de décroissance. Nous précisons, de 2020 jusqu'à 2040, elle connaîtra une croissance négative. En 2050, elle aura 82 millions. En 2040, elle aura 83 millions. Et en 2050, 82 millions. C'est-à-dire carrément là, ce n'est plus le taux de croissance qui est négatif, c'est la population elle-même qui va baisser. De 83 millions à 82 millions. La France, 67 millions, comme ça, rapidement, 2020, 2030, 68 millions, 2040, 69 millions, c'est toujours le même topo que la France, que l'Allemagne. Un taux de croissance négatif. Mais en 2050, elle aura 70 millions d'habitants. En 2060, elle aura 69 600 000 habitants. Là, c'est carrément la population qui baisse. Donc la bombe démographique n'est pas en Afrique ou en Algérie. Elle est en Europe. Si nous sommes élus président de l'Algérie, nous allons doubler la population sur 30 ans, 35 ans maximum. Nous allons maintenant... Ça, c'est le graphique que nous avons utilisé dans notre adresse à la Commission africaine. Voici en rouge, c'est la croissance de la population africaine qui va atteindre les 2,8 milliards à l'horizon de 2060, hein, les mêmes horizons de prévision, de prédiction pour nous. Donc, puisque la bombe démographique est en Europe, donc cette croissance, elle est croissante, hein, la population elle est croissante. Mais elle croît moins vite. C'est ce que ça veut dire ce graphique. Parce que la ligne bleue dit que la population africaine va augmenter. Donc, c'est maintenant l'Afrique, y compris l'Algérie, les pays du Sahel seront visés par des guerres pour qu'ils l'arrêtent en 2025, pour qu'ils arrêtent la croissance de la population en 2025. C'est-à-dire, l'Europe va encore redéclarer des guerres à des pays africains pour renouveler l'accord de Berlin de 1885, en rappelant à la Belgique que le Congo a été une propriété privée du roi, de leur roi. Ça, c'est pour les populations. Monsieur le Président, pour terminer avec vous, avec l'Assemblée, pandémie oblige. Pandémie oblige, nous allons lire pour vous un document des archives de l'Organisation mondiale de la santé. Nous excusons, nous allons
J'ai hésité parce que c'est en anglais et nous n'avons pas, la version papier. Le typhus en Algérie a commencé en 1921. 1078 cas ont été recensés. En 1920. En 1941, bon, bien sûr, de 1920 jusqu'à 1941, que le typhus sévissait en Algérie. Là, nous avons une pensée très affectueuse à maman, à notre mère, qui nous a parlé de ça, alors que nous ne comprenions pas ce que c'est. Elle nous a parlé du typhus. En 1941, 12 961 personnes. Le texte dit, en Algérie et en Tunisie, où les vaccinations n'ont pas été pratiquées sur une échelle comparable, la progression de la maladie a été continue au cours des 5 dernières années. La version en anglais, c'est un document bilingue. En Algérie et en Tunis, il y a une fois, je pense qu'ils auraient dû écrire Tunisia. Tunisia, where vaccinations were not carried out on anything like the same scale, the progress of the disease was practically continuous during the last 5 years. Là, c'est la politique d'extermination organisée par la France en Algérie. Bien sûr, dans le texte, plus loin dans le texte, les rédacteurs de cette étude ont dit que les militaires français à l'époque les ont empêchés d'avoir toutes les données. Maintenant, c'est la pandémie dont on parle, dont les médias parlent en Algérie. Le hasard aussi, c'est le hasard. Nous disons le hasard. Parce que nous voulons utiliser de moral hazard and adverse selection. Mais la traduction en français, ça donne aléa moral, sélection adverse et aléa moral. Alors que aléa moral, ceux qui nous verront, vous, les autres, penseront que aléa moral pense esprit ou quelque chose comme ça, psychologique. Alors qu'en anglais, la définition originelle en anglais, moral hazard, hazard en anglais signifie, en anglais américain, signifie danger. Hazard, la traduction littérale en français, c'est danger. Ce n'est pas le hasard, l'aléa, la probabilité. Le hasard, actuellement, avec la pandémie qui sévit, aucun pays de l'Union européenne ou bien du monde avancé n'a proposé d'aide aux pays africains. Nous rappelons et nous le disons que l'État algérien a donné entre 2 et 3 milliards d'euros à la France pour sauver ses territoires dans l'Atlantique, dans l'Amérique du Sud. Ces colonies en Amérique du Sud. Donc, Monsieur le Président du Parlement européen, nous espérons vivement nous présenter devant vos députés pour confirmer que l'Algérie qu'en Algérie se pratique une violation massive des droits de l'homme. Et devant vos députés, nous tirerons les autres conséquences de cette violation sur l'Europe. Bien sûr, devant vos députés, nous allons argumenter, nous allons fournir une argumentation plus complète et tirer les conséquences les plus évidentes que nous avons évitées ici. Parce que nous voulons laisser une voie large pour la discussion, pour un dialogue, pour arrêter la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Monsieur le Président, en Amérique du Nord, nous avons dépassé ces histoires de religion, de nationalité, tout ce que vous voulez là. Mais grâce à une femme qui nous a forgés là, et qui fait dans la mathématique de la logique, un peu de littérature. C'est un Amazir qui vous parle. Amazir, il يتكلم معكم. It's an Amazir who is speaking with you.
who is addressing you. Donc, Monsieur le Président, nous souhaitons vivement nous exprimer devant les députés du Parlement européen. Nous vous demandons d'agir auprès du président de la France, M. Emmanuel Macron, pour éventuellement une rencontre, une discussion pour arrêter la guerre entre le Mali et le Niger. Nous allons reparler des droits de l'homme en Algérie et reparler de M. Hissène Ahmed et de Halim Sidi. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons recevoir un écho de votre part, un message de votre part. Pour nous reviendrons sur notre adresse à l'Union africaine et notre adresse à vous, Monsieur le Président, et au Parlement européen. Nous reviendrons le 7 janvier pour fournir des éléments additionnels, pour fournir l'avancement, les résultats. Monsieur le Président, une autre fois, permettez-nous de vous le dire en tamassir, Ashkwesem-Gaz. Bonne année, Happy New Year to you and your family and all the humans who are kind, who are pitiful. Monsieur le Président, merci de nous avoir écoutés. Sheriff Aïssette du Canada.